La Banque mondiale, plus que jamais aux côtés du Mali pour une sortie de crise. L'institution mettra bientôt à la disposition de notre pays un appui financier additionnel de près de 10 milliards de francs CFA pour l'agriculture et près de 32 milliards de francs CFA pour l'ensemble des programmes de protection sociale. Information donnée par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique qui vient de rencontrer le gouvernement, le Premier ministre et le président de la République par intérim. Et oui, des images terribles. La chronique santé de ce lundi s'intéresse aux brûlures chez les enfants, des brûlures qui constituent de vrais traumatismes qui peuvent influencer la vie de l'enfant. La prise en charge est faite par l'hôpital Gabriel Touré. Aujourd'hui, 17% de ces enfants victimes de brûlures risquent de mourir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le vice-président de la Banque mondiale est en visite au Mali. Mactar Diop a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre et le président de la République par intérim. Pour lui, il y a une totale convergence de vues entre les autorités maliennes et l'institution financière qui entend développer de nouveaux projets dans notre pays. Le compte-rendu des audiences est avec Mamari Koni. Par ces deux audiences, il s'agissait pour le vice-président de la Banque mondiale de rendre compte aux autorités maliennes des activités récentes et des activités futures que son institution entend mener dans notre pays. La Banque mondiale, selon son vice-président, a été toujours et sera toujours aux côtés des autorités maliennes. Un engagement réaffirmé au président de la République par intérim lors de l'audience. Il s'agissait pour moi d'abord de confirmer, de réaffirmer le soutien de la Banque mondiale au Mali. Le Mali est un pays extrêmement important pour la Banque mondiale et pour la communauté internationale en général. Nous avons l'intention de présenter un certain nombre de nouveaux projets, dont un de 20 millions de dollars pour aider l'agriculture, un de 70 millions de dollars pour aider justement à la mise en place des filets sociaux et une autre opération de la même nature qui est un appui budgétaire que nous comptons présenter à notre conseil d'administration dans les mois à venir. Donc il s'agissait d'apporter un soutien moral, de réitérer notre soutien aux autorités maliennes et de donner des indications, des appuis financiers que nous comptons apporter au Mali. Avec le Premier ministre, les entretiens ont porté sur les efforts consentis par la Banque mondiale en vue de permettre aux autorités maliennes de faire face aux besoins les plus urgents. Les relations entre notre pays et la Banque mondiale sont excellentes. Et je dois remercier vraiment le ministre des Finances qui a joué un rôle primordial dans ce processus. Et les relations, il y a une totale convergence de vues entre les autorités maliennes et la Banque mondiale. Et nous sommes là pour soutenir les efforts des autorités maliennes et surtout de montrer que, en tant qu'amis du Mali, on est là dans les moments les plus difficiles. Après ces deux audiences, on peut dire sans risque de se tromper que la coopération entre notre pays et la Banque mondiale a des beaux jours devant elle. C'est là au bonheur du peuple malien. Tout à fait, Mamari. La Banque mondiale reste donc aux côtés du Mali dans ces moments difficiles. Ces propos sont du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, qui a également rencontré le gouvernement. Son institution mettra bientôt à la disposition du Mali un appui financier additionnel de 10 milliards de francs CFA pour le secteur de l'agriculture. Elle proposera aussi au prochain conseil d'administration de la banque un projet de près de 32 milliards de francs CFA pour les filets sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des programmes de protection sociale. Bourama Traoré. Pas de nuages dans les relations entre la Banque mondiale et le Mali. Cette institution finance dans notre pays une vingtaine de projets dans presque tous les secteurs clés de développement, parmi lesquels l'éducation, la santé et l'agriculture. Et les interventions de la Banque mondiale dans ces domaines semblent porter fruit. L'IDA a à ce jour investi plus de 2,5 milliards de dollars des États-Unis dans l'économie malienne, contribuant ainsi de façon significative à améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, les pertinents appuis du groupe de la Banque ont contribué significativement à améliorer jusqu'en 2011 la situation économique et sociale du Mali et des Maliens. Maliens qui auront un sourire large dans les jours à venir. En effet, la Banque mondiale annonce de nouveaux appuis en faveur du Mali. Un appui additionnel financier de 20 millions de dollars dans le secteur de l'agriculture qui permettra de relancer un peu l'activité dans le secteur productif.
Nous souhaiterions également présenter au conseil d'administration un projet de 70 millions de dollars pour les filets sociaux qui permettront un peu de faire face à ces chocs que les populations sont en train de subir. C'est dire qu'une bonne coopération se ressent dans les actes et non dans les discours. L'institution financière mondiale est décidée à apporter au Mali le soutien nécessaire pour son développement. La Banque mondiale est là à vos côtés et continuera à être à vos côtés, à vous soutenir dans ces efforts et ces moments difficiles. De quoi rassurer le ministre en charge de l'économie et des finances. Tienan Koulibaly sollicite surtout de la Banque mondiale un soutien à la relance de l'économie dans les zones précédemment sous occupation. Notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures de transport et des télécommunications. Le gouvernement sollicite l'expertise de la Banque mondiale pour les différentes évaluations d'impact et le retour progressif à la normalité. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique semble prendre bonne note. Makhtar Diop a annoncé qu'il participera à la conférence de Bruxelles sur le Mali en mai prochain pour défendre la cause de notre pays. Retour chez le président de la République par intérim qui a reçu ce matin le ministre d'État guinéen des Affaires étrangères. François Lanseni Fall était porteur d'un message du président Alpha Condé au président Diankounda Traoré. Il a été question entre les deux personnalités du prochain sommet de l'OMVS qui se tiendra la semaine prochaine à Nouakchott. Le ministre, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Awi Touré. Je suis en train de mener une tournée dans la sous-région en prévision du prochain sommet de l'OMVS, notre organisation commune, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Et le président Alpha Condé m'a dépêché auprès de ses pairs, membres de cette organisation, pour porter un message de fraternité et aussi un message qui a trait à la redynamisation de cette organisation qui, à notre avis, joue un rôle important dans la mesure où les questions d'énergie et d'hydraulique sont à la base du développement de notre pays. Mais nous avons, naturellement, on ne peut pas venir au Mali et parler de l'OMVS seulement. Nous avons parlé des relations fraternelles qui existent entre le Mali, des relations historiques connues de tous, et aussi de la situation actuelle du Mali, l'évolution positive de la situation au Mali. Et nous avons réaffirmé la solidarité du peuple de Guinée à l'égard du peuple frère du Mali. Nous nous sommes félicités de l'évolution de la situation et nous pensons que très prochainement, le Mali va retrouver la stabilité et la paix, ce que nous souhaitons en Guinée. Vous n'avez pas parlé de cette polémique-là quant à la désignation future du nouveau commissaire de l'OMVS. On dit que c'est le tour du Mali, la Guinée a un candidat. Je ne pense pas qu'il y ait de polémique. Je pense qu'il n'y a pas de polémique sur cette question. Et ce qui est sûr, c'est que les chefs d'État ont décidé de tenir un sommet le 25 mars à Nouakchott. Et les 4 chefs d'État auront donc la latitude de choisir un candidat. Mais il n'y a pas de polémique entre le Mali et la Guinée. Et au cours de l'entretien, certes, la Guinée a déjà manifesté un intérêt pour occuper le poste, mais il n'y a pas eu du tout d'avis contraire pour le moment. Et nous pensons donc que la sagesse des chefs de l'État, nous nous en remettons à cela. Et c'est les chefs d'État qui vont décider. À Nouakchott, je pense que nous avons reçu l'assurance de 3 autres chefs d'État que la question sera une solution fraternelle sera trouvée pour permettre à l'organisation qui est un élément fédérateur d'avancer. Plus de 200 millions de francs CFA ont été remis aujourd'hui par les opérateurs économiques au président de la République par intérim. Diankounda Traoré a également reçu en plus 60 tonnes de riz au nom de Bakore Silla. Une importante contribution des opérateurs économiques du Mali pour soutenir l'effort de guerre. Ces gestes viennent renforcer l'aide déjà apportée par de nombreux compatriotes pour notre vaillante armée. Awi Touré a assisté à la remise. Voici son reportage. C'est un président de la République comblé qui a reçu ce beau monde. Et pour cause, c'est pas tous les jours qu'on a en face des opérateurs économiques déterminés derrière leur armée. La moisson du jour, 210 millions, dont 200 du monde des affaires, des prestataires de services, des détaillants, la Chambre de commerce d'industrie du Mali dans son ensemble. Nous avons été derrière cette armée en temps de paix. Et beaucoup d'activités de ce genre le témoignent. Bien avant que nous entrons dans cette phase aiguë de la crise, le secteur privé avait collecté de l'argent pour l'armée, avant même le 22 mars. Maintenant, nous sommes à l'ultime phase militaire et sécuritaire. Il y a assez de sérénité
pour apporter cette contribution du secteur privé. Tous les ressortissants de la Chambre de commerce, les 3 secteurs, commerce, industrie, services, qui nous a permis de réunir un peu plus de 200 millions. Nous avons fait cette première remise de 200 millions en nous disant que le sol sera plus tard abondé pour faire face à d'autres requêtes. Ce n'est qu'un premier geste. Le monde des affaires a tenu à faire cette précision. Les opérateurs économiques sont les premiers à souffrir de cette crise et des actions comme celle-ci ne s'arrêteront pas. Nous devons nous préparer à participer à la reconstruction de notre pays parce que notre secteur est celui qui souffre le plus de la crise. Ce sont nos affaires qui sont à terre, ce sont nos clients qui nous quittent, nos partenaires financiers qui nous quittent et ce sont nos bénéfices accumulés qui s'effondrent. Donc nous sommes plus pressés que tout le monde pour résoudre cette affaire. Une famille, un groupe, cette fois-ci, a offert 10 millions de francs CFA. La famille Simaga n'a pas voulu rester à marge de l'aide à notre vaillante armée. Notre soutien quand même était obligatoire. En tant que patriote, on ne pouvait pas rester quand même en marge de ces événements. Et on a préféré donner un chèque de 10 millions pour soutenir l'armée malienne pour son noble combat. Et 10 tonnes de céréales aussi pour les populations déplacées du Nord qui résident quand même dans la région de Ségou. C'est des gens quand même qui se trouvent dans une situation précaire, démunis de tout. Et c'est la modeste contribution du groupe Simaga. Toutes ces contributions sont là pour confirmer que la solidarité est bien malienne et que notre armée sortira victorieuse de cette guerre et le Mali se relèvera pour toujours. Restons chez le président qui a accordé une audience au ministre allemand de la Défense, Thomas de Maizière, qui est en visite au Mali, avant de se rendre à Koulikoro, où des soldats allemands sont déployés dans le cadre de la mission européenne de formation et de conseil à l'armée malienne. Le ministre allemand de la Défense a donc été reçu par Diankounda Traoré. Écoutons Thomas de Maizière au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Le président a exprimé avec beaucoup de force et très clairement qu'il était décidé d'organiser aussi rapidement que possible et d'une façon aussi globale que possible une légitimation démocratique due à des élections et donc l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Et je lui ai promis le plein soutien de l'Allemagne en la matière. L'Allemagne fournira un soutien en matière de santé pour les forces armées. Il fait partie également de la mise à disposition de matériel nécessaire que nous laisserons aux forces armées maliennes. Et nous soutenons actuellement déjà par la voie des transports aériens, de ravitaillement en l'air. C'était donc un soutien pour l'opération AFISMA et l'opération française. Et nous ferons cela aussi longtemps que nécessaire. Et nous le faisons avec beaucoup de respect par rapport au peuple du Mali. Direction la primature, le Premier ministre a accordé 2 audiences ce matin. La première personnalité reçue était le commissaire chargé de la section paix et sécurité de l'Union africaine avec Ramata Lamara. La crise sociopolitique a été évoquée ainsi que les voies de sortie de crise. Django Sissoko a ensuite reçu le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les détails des audiences avec Youssouf Diakité. La première personnalité reçue par le Premier ministre, c'est bien le commissaire de l'Union africaine chargé des questions de paix et de sécurité. Avec lui, il a été question de l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Nous parlons évidemment du déploiement de la MISMA, du retour de l'administration civile malienne, du rapprochement de l'administration des administrés dans un esprit de citoyenneté participative. Nous parlons de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le gouvernement. Nous parlons de l'opérationnalisation dans un délai très proche en termes de jours et de semaines au plus tard de la commission dialogue et réconciliation. En deuxième lieu, le Premier ministre a reçu les jeunes du réseau ouest africain des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Ces jeunes ont remis au chef du gouvernement les conclusions du 3e sommet panafricain des Nations Unies qui s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, en décembre dernier. Ces conclusions mettent un accent sur l'engagement de la jeunesse pour la restauration de la paix et la sécurisation totale du pays. Ce que nous voulons faire concrètement, c'est déjà ce que nous
nous avons commencé à mettre en œuvre la feuille de route du sommet de Ouagadougou. Et ça passe par de telles initiatives, mais aussi ça passe par l'engagement de nos structures membres sur le terrain à travers des projets spécifiques de communication sur les questions de paix, sur les questions de réconciliation, à travers aussi des actions concertées pour rencontrer les populations victimes de cette situation. En conclusion, le Premier ministre s'est réjoui de l'engagement de toute la communauté internationale en général et celui en particulier des jeunes du réseau ouest-africain des Nations Unies pour l'atteinte des OMD au chevet du Mali. Et puis, cette information a porté à votre attention pour trouver une solution au problème d'électricité qui touche une partie de la sous-région. Une réunion sur le processus de la mise en œuvre du projet d'interconnexion entre le Mali, le Burkina Faso et le Ghana a regroupé le week-end dernier à Ouagadougou les ministres de l'énergie des trois pays. Ce projet de la CEDEAO d'un montant de 105 milliards de francs CFA permettra d'accroître la capacité de transfert d'énergie électrique des pays de la zone côtière vers le Mali et le Burkina Faso. À terme, en 2017, une ligne d'interconnexion reliera le Ghana, le Burkina Faso et le Mali pour atteindre Bamako. Le ministre Makan Aliou Tounkara estime que c'est une bonne riposte au problème de délestage que le Mali, le Ghana et le Burkina Faso connaissent ces temps-ci. Nouvelle des régions du Nord, à Gao, malgré les conséquences néfastes de l'occupation des groupes terroristes, les autorités tentent de remettre sur pied le système éducatif à travers des initiatives. À Gossi, par exemple, dans le cercle de Rarousse, l'initiative s'appelle Comité de crise autour de l'école. Nos envoyés spéciaux, Moussa Arimaïga et Alou Touré, nous font découvrir le système. L'occupation des régions nord du Mali par les groupes islamistes a durement affecté le système éducatif, compromettant ainsi l'accès de milliers d'enfants déjà en âge d'être scolarisés ou déjà scolarisés. Ici, nous sommes à l'école Sahara, et effectivement dans la salle de la 10e année, qui a été servie par le MNLA comme étant la cuisine. Donc, ils se sont servis de ces tables bancs pour faire du bois pour la cuisine. Sahara compte 520 élèves répartis en garçons et filles. Et pour le moment, nous sommes au nombre de 6. Le seul second cycle dans la commune de Gossi. Nous avons un effectif de 309 élèves et cela est dû au départ de beaucoup d'élèves avec leurs parents, question qui est liée à l'insécurité, aux événements passés. 4 maîtres spécialistes pour 309 élèves. Aujourd'hui, le CAP compte 31 681 élèves. Venus des caps d'Ansongo, Bourem, Menaka, Kidal, Tessalit et même quelquefois de Tombouctou. Malgré ces actes paralysants, encore la vie de l'école, le besoin continu d'éduquer et d'instruire ces milliers d'enfants s'impose. Dans la commune de Gossi, cercle de Rarousse, région de Tombouctou, une commission de crise a été mise en place à cet effet. En région de Gao, la mise en place d'une commission de l'éducation par les enseignants restés sur place procède également de ce souci. C'est les enseignants en place qui ont marché vers le comité de crise pour lui demander de les aider de sorte que les écoles vont démarrer, les écoles qui peuvent démarrer avec le peu d'enseignants qui existent sur place vont démarrer. Et ils nous ont facilité effectivement la tâche, ils nous ont même servi en craie, cahier pour le débit, pour commencer le travail. Je remercie le comité de crise à son temps et l'administration scolaire qu'avec tout ce qui s'est passé à Gossi, ils ont préféré rester avec cette population et avec ces élèves, avec tous les risques. Nous allons œuvrer de tous les moyens nécessaires pour que l'école continue sa normalité des choses. Et tout ce qui aide notre compétence, nous allons le faire. Nous demandons à l'État malien, bien sûr, de nous aider parce qu'il n'a jamais laissé les problèmes scolaires seulement aux collectivités.
Restons dans le système scolaire, cette fois dans la cité des 333 saints, où élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école le mois dernier. Les élèves des 25 établissements de la commune urbaine de Tombouctou restés sur place sont déterminés à achever cette année scolaire. Et cela malgré la destruction de leur bibliothèque et la situation difficile. Envoyés spéciaux sur place, Adama Dimde et Chérif Moulaï. À la bibliothèque du Cap de Tombouctou, des centaines de livres sont éparpillés à même le sol. Des ouvrages de mathématiques, de français, de chimie, d'autres langues nationales sorailles ont été saccagés par les terroristes. Qu'à cela ne tienne, dans la cité des 333 saints, élèves et enseignants sont déterminés pour les cours. De l'école Bariz au lycée Maman Alassane Aïdara, en passant par Baoudou premier et second cycle jusqu'à l'école privée Béré, les écoliers des 25 établissements ont repris le chemin des classes. Ce, malgré les problèmes signalés ça et là. Les problèmes prioritaires aujourd'hui après l'ouverture des classes, c'est le manque d'enseignants. Beaucoup de nos enseignants ont passé par le sud avec les événements. Malheureusement, ils n'ont pas encore rejoint. Donc, on est en train de gérer la situation avec le peu d'effectifs présents ici sur le terrain. Ensuite, le manque de matériel. Les écoles n'ont pas le minimum, la craie, les cahiers, les bics, les livres n'existent plus à l'école. Il n'y a aucun livre de la première à la sixième, et même au second cycle. Donc, c'est des cas d'urgence où il faut trouver des solutions alternatives immédiates pour que justement les cours puissent démarrer effectivement. Par ailleurs, pendant les 10 mois d'occupation, les fonctionnaires de Tombouctou, en particulier les enseignants, ont perçu leur solde grâce à un opérateur économique. Par rapport à Soleil, Dieu merci, il y a un commerçant qui est à la place ici, Tamba Doukouri, qui a toujours assuré nos salaires d'avril à nos jours. Donc on lui remettait les chèques, avec les chèques, il demandait la situation avec les différentes banques. Et après, justement, dans les 72 heures, il arrive quand même à payer les gens. Cette dynamique de reprise des cours doit être élargie à l'intérieur de la région, là où les conditions sécuritaires le permettent. Sur un tout autre sujet, les forces armées de sécurité en patrouille viennent de mettre la main sur une bande de voleurs à Niafunké dans la région de Tombouctou. Les bandits étaient spécialisés dans le vol de moteurs de véhicules et de groupes électrogènes. Ils ont été arrêtés par les jeunes de la ville et mis à la disposition de l'armée malienne. Envoyé spéciaux, Chérif Moulaï, Adama Djimde. À Niafunké, le commandement militaire a été accueilli par les membres du comité de crise. Lors des entretiens, il a été question de sécurité et des mesures prises par les jeunes pour maintenir la quiétude dans la ville. C'est ainsi qu'un réseau de voleurs a été démantelé par la brigade des jeunes. Ce réseau a des ramifications depuis Ségou en passant par Mopti et Niafunké. La bande a été appréhendée en voulant transporter des moteurs de la Satom et ce groupe électrogène de Orange Mali. Sur le terrain, hommes aussi bien que femmes, chacun joue sa partition. Notre rôle, c'est la tranquillité. Nous cherchons la tranquillité. Et à n'importe quel moment, nuit et jour, nous sommes sur pied. Nous cherchons la paix. Nous cherchons la tranquillité dans la ville. Et nous sommes nuit et jour avec les hommes. Là où les hommes rentrent, nous rentrons avec eux. Et nous cherchons, coûte et coûte, que la paix revienne au nord. L'ensemble des dispositions sont supervisées par le comité de crise. À partir de l'organisation que nous avons su mettre en place avec les notables, vraiment on a surpassé beaucoup de choses et on s'en réjouit très fort. Par rapport à la sécurité de la zone, l'armée qui veille au grain a mis toute une stratégie en place. Les dispositions prises à notre niveau d'abord, c'était d'abord d'apprécier la capacité d'intervention à partir de Gundam. Et en combien de temps nous pouvons venir rapidement sécuriser la population. Parce qu'on a constaté que tout autour du lac Oro, le lac Fagbin, Échelle, et entre Léré et Soumpi, et un peu vers Dari, où on avait fait un premier ratissage, on a compris que l'ennemi s'est éparpillé un peu dans la brousse. Les opérations militaires sont en cours pour pouvoir mettre la main sur d'éventuels djihadistes qui tournent, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont localisés grâce aux informations données par la population. L'étape de Niafunké a permis au commandement militaire, à la jeunesse et aux notables de comprendre davantage le phénomène d'insécurité lié au braquage des forêts et d'envisager des mesures appropriées.
En 5e région, le programme sous-cluster Nutrition de la région vient d'être lancé. Il a pour objectif, entre autres, d'assurer la bonne coordination de toutes les parties prenantes du programme nutritionnel. Aminata Touré pour les détails de la cérémonie de lancement. La mise en place du sous-cluster nutrition dans la région de Mopti permettra, selon les autorités administratives, sanitaires et les partenaires, de créer un cadre de coordination dynamique des actions par une meilleure orientation et responsabilisation pour des actions concertées dans le secteur de la nutrition, un soutien aux structures de gestion à tous les niveaux. Le cluster de Mopti va renforcer la coordination pour amener une synergie entre tous les acteurs qui interviennent en nutrition en vue que nous puissions atteindre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment la réduction de la mortalité et de la morbidité due à la malnutrition. L'enquête SMART menée en 2012 donne 660 000 enfants attendus pour la malnutrition aiguë en 2013. Pour la région de Mopti, il est attendu des cas de malnutrition estimés à 113 921 enfants de moins de 5 ans et 10 070 femmes enceintes et allaitantes. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a adopté une politique nationale de nutrition en janvier 2013 avec comme objectif principal de contribuer à assurer à chaque Malienne et à chaque Malien un statut nutritionnel satisfaisant pour leur bien-être et leur permettre d'apporter leur contribution au développement du pays. Le coordinateur national de cluster nutrition a remercié tous les partenaires techniques et financiers, notamment le PAM, l'UNICEF, les ONG et le ministère de la Santé, pour ne citer que ceci. Une visite guidée de l'unité de récupération des malnutris du CCRF de Mopti a mis fin aux activités. Dans la même région, le secrétariat exécutif régional de lutte contre le sida a tenu la 2e session de son conseil. Le bilan des activités 2012 et les recommandations étaient à l'ordre du jour. Mahamar Ibrahim Touré. Cette 2e session du Conseil régional de lutte contre le sida fait le bilan des activités menées pendant l'année 2012. Les activités menées pendant l'année 2012 ont porté essentiellement sur l'atténuation des impacts négatifs de la crise, et nous avons pu quand même développer des stratégies de sensibilisation, notamment les têtes forums, mais aussi la mise sous antirétroviraux des personnes vivant avec le VIH déplacées dans notre région. Les difficultés persistent pour une meilleure réponse à la pandémie malgré les activités d'IEC menées par les ONG et associations d'aide et de soutien aux personnes vivant avec le VIH. Il s'agit notamment de l'insuffisance dans le schéma d'approvisionnement des réactifs et antirétroviraux, l'insuffisance dans la collecte et l'analyse des données, enfin la panne de certains appareils. La session recommande de rendre disponibles les intrants et appliquer le dépistage automatique, améliorer la notification de la co-infection VIH et tuberculose, faire le bilan auprès des PAM pour l'appui aux orphelins et enfants vulnérables et les personnes vivant avec le VIH en vivre, accompagner les femmes enceintes. Ici, à Bamako, le CICB a abrité le week-end dernier une réunion du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. Elle a été initiée par l'Association malienne pour la paix et le salut en collaboration avec l'ambassade du Royaume du Danemark dans notre pays. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Garibou Pérou. Le Mali est un pays cultiveux et civilisé. Il n'a cependant pas besoin de recevoir des leçons obscurantistes, surtout quand ces leçons viennent d'individus sans culture ni référence islamique, ont rappelé le guide spirituel d'Ansardine, Chérif Ousmane Madani Aïdara, et le ministre des Affaires religieuses et du culte. Nous vous invitons à suivre l'exemple de la ville de Tombouctou au nord du Mali. Une ville hautement musulmane, à l'entrée de laquelle, parmi les tout premiers panneaux publicitaires que nous observons, figure celui de l'église protestante. Et juste en face du centre Ahmed Baba se trouve l'église catholique.
Tout ceci indique qu'il y a bien la tolérance religieuse. Au Mali, ici, tous les chrétiens et les musulmans, nous sommes ensemble. Hein. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas, Inch'Allah, de problème aussi entre nous. Au terme des travaux de 2 jours, musulmans et chrétiens du Mali ont ensemble fait des recommandations. Ces recommandations permettront à l'Association malienne pour la paix et le salut d'étendre son champ d'action pour devenir une référence universelle. La création d'une commission de suivi, la transmission du rapport général aux autorités, aux médias et à toutes les instances des confessions religieuses. Certes, une cohabitation harmonieuse des religions a toujours existé au Mali. À cet égard, la mission de l'Association malienne pour la paix et le salut est une mission noble, surtout quand il s'agit de comprendre l'autre sans porter de jugement négatif. Ceci aussi est une valeur essentielle dans un espace de droit et de démocratie, estiment les organisateurs. Les administrateurs du comité de pilotage du projet d'adaptation au changement climatique sont en conclave pour leur 3e session. Au menu des travaux, le compte-rendu de la 2e session, l'état d'exécution des recommandations et l'examen du projet de programme d'activité 2013 et le budget. Reportage de Nando Dambeli. Comment améliorer l'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali? C'est à cette question cruciale que vont tenter de répondre les animateurs, les administrateurs au cours de cette session. Il est de coutume que chaque année, après une année d'exercice, n'est-ce pas, des activités sur le terrain, que l'instance de décision et d'orientation, d'arbitrage des plans périodiques produits par la coordination du projet et des budgets assortis se réunissent donc pour examiner les différents dossiers fournis par la coordination du projet pour voir qu'en termes de technique et financier, est-ce que ce qui est produit colle avec, n'est-ce pas, ce que le document du projet demande. Ayant évolué en première et deuxième année dans les 6 communes de la zone d'intervention du projet, les travaux restent centrés depuis janvier 2012 aux 4 communes du sud qui sont Sandaré, Massantola, Pensoba et Sinzana. Les 2 communes du nord, Mondoro dans le cercle de Douanza et Tobaï dans le cercle de Bourem, sont restées en veilleuse à cause de l'insécurité. Dans cette lancée, le projet a identifié des mesures et des techniques de lutte contre les effets du changement climatique de concert avec l'ensemble des acteurs concernés par le phénomène. Ces mesures sont issues des études réalisées par les experts nationaux et partagées par l'ensemble des acteurs des communes tests et retenues par le projet. La réplication conséquente de ces mesures dans d'autres communes permettra au Mali de posséder des instruments solides pour maîtriser les effets du changement climatique. Pour une meilleure relance de ces activités, le projet bénéficie d'un budget prévisionnel de 414,2 millions de francs CFA. L'utilisation des langues nationales dans tous les secteurs de la vie publique, c'est l'un des credos du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Le centre a tenu aujourd'hui la 3e session de son conseil d'administration. Les travaux étaient présidés par le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Alocéné Touré nous en dit plus. Cette 33e session intervient dans un contexte de crise sociopolitique sans précédent. Toutefois, le Centre national des ressources de l'éducation non formelle bénéficie d'une augmentation de ses ressources qui passe de 2,04 milliards à 2,22 milliards de francs CFA. Une augmentation consentie au regard du rôle éminent que joue cette structure dans l'approfondissement de la connaissance de nos langues. Le Centre national de ressources est une structure d'interface entre l'État et la société civile. C'est la structure qui est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'éducation non formelle de notre pays. Les administrateurs examineront au cours de cette session les documents relatifs aux activités menées et ceux portant sur les perspectives. Aucun développement réel ne peut être envisagé en dehors de nos véritables instruments de communication et d'acquisition du savoir et du savoir-faire que sont nos langues nationales. L'approfondissement de notre démocratie et de notre politique de décentralisation est tributaire de la promotion de l'éducation non formelle en général
et de l'alphabétisation en particulier, condition sine qua non pour impliquer et responsabiliser davantage les populations à la base dans le processus de développement du pays. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a également plaidé pour une utilisation plus accrue de nos langues nationales dans la vie publique et professionnelle. Sport, football, hier, le Mali a battu 1-0 le Nigeria pour sa première sortie au 18e championnat d'Afrique des Nations juniors à Oran en Algérie. Cette victoire du Mali est la première de l'histoire sur une équipe nigériane dans un tournoi organisé par la CAF. Malgré cette satisfaction, des points d'ombre existent dans l'équipe qu'elle doit vite corriger avant les autres sorties, même si le plus difficile a été assuré face au Nigeria. Nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Dao et Mamadou Sidibé reviennent sur cette rencontre. À la fin de cette partie, beaucoup de Maliens ont certainement exclamé un ouf de soulagement, car le Nigeria a joué, le Mali a gagné, malgré que tout soit planifié à l'avance. On va neutraliser le jeu Nigeria, soyez sûr. Chapeau, monsieur l'entraîneur. Au-delà de neutraliser votre adversaire, c'est une première que vous offrez au Mali, battre le Nigeria. Cette victoire a été celle d'un groupe qui n'a rien lâché au stade du 19 juin d'Oran, où par moments on avait l'impression qu'on était face à une équipe italienne avec son fameux catenaccio, autrement dit le football ultra défensif et concrétiser les quelques rares occasions. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le Mali a été bousculé du début à la fin, même si la stratégie mise en place a fonctionné pour aboutir aux 3 points si précieux. L'équipe peut et doit élever son niveau de jeu, car depuis les éliminatoires, cette formation gagne sans pour autant être maître du football. Or, dans un tournoi comme celui-ci, il faut souvent aller chercher son adversaire, surtout quand le potentiel existe dans le groupe. Ce qu'il faut retenir de cette première sortie, c'est surtout la solidarité et la combativité des jeunes qui se sont battus sur chaque centimètre du terrain. Cependant, ils ont concédé beaucoup d'occasions suite à un replacement tardif ou à un mauvais aliment défensif. En attendant leur prochaine sortie mercredi contre la RD Congo, l'entraîneur tirera certainement tous les enseignements de cette première sortie. Voilà, bravo aux Aiglons et bonne chance pour la suite. Sport, toujours championnat national de Ligue 1. En première journée, l'AS Real a battu le CSK par le score de 1-0. C'est par le même score, 1-0, que l'Office de Niger de Ségou est venu battre l'USFAS ici même à Bamako. Abdul Karim Kaba pour le compte rendu. Au stade Modibo Keïta, 2 matchs, même résultat en cette 17e journée du championnat national. L'Office Niger Sport de Ségou, ici en blanc, retourne dans la capitale de Balanza avec les 3 points de la victoire face à l'Union sportive des forces armées et de sécurité, USFAS. Un but de la partie porte la marque de Hamadi Bunduruba. C'était à la 49e minute, juste après la reprise. Pour le reste, l'USFAS aura tout tenté, mais en vain, pour égaliser. Les Ségoviens ont tenu bon jusqu'à la fin du match. Score 1-0. Et pourtant, en première période, les militaires avaient la possibilité de scorer. Mais toutes les actions des attaquants ont été dilapidées. En première rencontre, le centre Salif Keïta a été battu par l'AS Real de Bamako par le score d'1-0. Là aussi, défaite de l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire les CSK. Juste avant la pause, le Real ouvre le score. Le but a été marqué par Ali Badrasila suite à un coup franc de Ibrahim Kader Koulibaly. En seconde partie, les CSK, comme d'habitude, multiplient les petites passes et privilégient les jeux courts. Mais ils n'arrivent pas à tromper la vigilance des Scorpions. Tout de même, le Real va avoir chaud, comme ici, lorsque la barre sauve Noundialé et ses joueurs. Aucun autre but ne sera marqué. Le Real s'impose 1-0. Avec cette victoire, les Noirs et Blancs du Real confortent leur 3e place dans le classement derrière le Stade Malien de Bamako et le COV.
Ouvrons à présent notre page santé. La chronique du jour parle des brûlures chez les enfants, des traumatismes qui se multiplient et qui peuvent hypothéquer la vie de l'enfant. Au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, où se fait la prise en charge, 17% des enfants enregistrés aujourd'hui risquent de mourir, un taux très élevé. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Attention, certaines images peuvent choquer. Un enfant, en jouant, sait renverser le contenu d'une marmite sur le feu, sur lui-même. Les parents surveillent-ils suffisamment leurs enfants au point de leur éviter les accidents domestiques de type brûlure? En tout cas, au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les médecins attirent l'attention des parents sur les risques que courent les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Ici, chaque année, on enregistre une centaine d'enfants pour raison de brûlure. Les brûlés, on a 15% des cas. Ça, c'est quand l'enfant est accompagné soit de sa maman, soit du frère ou bien de la sœur. Donc, quand l'enfant est sous surveillance, il y a 15% des cas d'accident domestique là, qui est là. Mais, la grande fréquence, c'est quand l'enfant est seul. On a plus de 55% de ces accidents arrivent quand l'enfant est seul. Les brûlures posent un problème mondial de santé publique à part. Selon l'OMS, elles sont responsables de 195 000 décès par an dans le monde. La majorité de celles-ci surviennent dans des pays à revenus faibles ou moins, et parmi les victimes se comptent les enfants que même la surveillance parentale ne sauve pas. Au Mali, l'emplacement des cuisines compte tenu du type d'habitat en est pour quelque chose. Le nombre d'accidents augmente pendant le mois de carême, le foie, alors que la prise en charge coûte cher. Le coût est énorme. Hein. Des fois, s'il y a nécessité d'une réanimation, parce que ça arrive, le coût, déjà en 3 jours, il faut compter dans les 100 000 francs. Donc, il peut arriver même qu'un enfant brûlé soit intubé. La prise en charge des brûlures est multidisciplinaire. Elle implique pédiatres, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs et kinésithérapeutes. Plus de 50% des enfants brûlés enregistrés à l'hôpital Gabriel Touré ont entre 1 et 4 ans. Si aujourd'hui 17% d'entre eux meurent encore, en 2004-2005, 31% d'entre eux mouraient. En cause, la gravité des brûlures et les symptômes qui apparaissent, ce que les médecins appellent la maladie de la brûlure. Il y a une atteinte rénale, une insuffisance rénale qui peut arriver. Des problèmes respiratoires, pneumonie ou autre détresse respiratoire qui peut arriver. Pneumonie chez un enfant, c'est grave, surtout que l'enfant est brûlé. Il y a l'infection qui est là. Il y a le débit, il y a l'anémie qui est là, qui est encore très grave aussi. Il y a le débit sanguin qui diminue, le problème cardiaque peut survenir. Et même la fonction hépatique est atteinte. C'est la brûlure qui provoque tout ça. Dans la prise en charge d'un cas de brûlure, le délai de la référence et le premier geste semblent déterminants. Une brûlure se produit, tout de suite, il faut enlever les habits, parce que les habits aussi sont chauds, il faut enlever les habits pour diminuer la température. Ensuite, mettre l'eau de robinet. L'eau de robinet, pendant 10 minutes comme ça, refroidir. Ensuite, se rendre chez un médecin. Et le médecin, tout de suite, voit est-ce que l'état vaccinal de l'enfant, la vaccination, est-ce à jour? Et puis surtout, il faut lutter contre la douleur. Dès le début, hein, si on peut, un accident, on a enlevé les habits, on a mis de l'eau, vous avez du paracétamol donné à l'enfant. Dirigez-vous chez un médecin. En attendant la création d'un service des brûlés, l'hôpital Gabriel Touré a aménagé une salle pour les enfants. Il compte sur la vigilance des parents pour réduire considérablement les accidents domestiques et les cas de brûlure. Voilà, prenons soin de nos enfants et meilleure santé à tous les enfants malades. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure. Le journal des formations avec Mohamed Touré. À suivre aussi votre émission sur la ligne de front. Demain, dans la mi-journée, Sira Bakili, je vous retrouve dans les éditions du soir. Merci. Bonne suite de programmes sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Bonsoir.